Donc, je vais passer le programme puisqu'on va parler des différents items et on va rentrer directement dans le vif du sujet avec les enjeux du Ségur. Donc, le Ségur du numérique est un volet du Ségur général spécialisé sur le numérique avec des fondements principaux qu'on va juste décortiquer un petit peu aujourd'hui. L'idée, en fait, c'était de décloisonner l'information et la rendre partageable par tout le monde. Donc, faire en sorte, en fait, que l'ensemble des systèmes, quels qu'ils soient, qu'on soit en officine, en médecine de ville ou dans un hôpital, par exemple, que les systèmes puissent communiquer ensemble à travers un cahier des charges que le national a stipulé. Donc, des systèmes qui vont pouvoir échanger de l'information structurée et bien identifiée. Donc, on va parler de l'INS en fin de session avec Dorothée, qui vous détaillera les modalités. Donc, des systèmes qui puissent échanger de la donnée structurée. À partir du moment où on parle de données et de systèmes, le troisième pilier de ce Ségur, c'est bien sûr la cybersécurité qui va avec, quel que soit le composant dont on va parler aujourd'hui. Et puis, à partir du moment où on a créé ce système, à un instant T, il va falloir le faire évoluer ou bénéficier en fait de tous les apports que ce système peut apporter. Et donc, le quatrième volet, quatrième pilier en fait de ce Ségur, eh bien, c'est toutes les innovations qu'on va pouvoir y greffer. Alors, comment on y arrive? Eh bien, déjà par des financements. C'est 2 milliards d'euros qui ont été injectés avec différents programmes. Donc, il y avait des programmes liés aux établissements sanitaires qu'on appelle SONES, hein, désolé pour les acronymes, mais donc c'est comme ça que ça s'appelle. Et puis, de financement aussi de tous les établissements médico-sociaux et pour les professionnels libéraux, en fait, eh bien, soit des avenants à des conventions, soit des nouvelles conventions vous concernant. Et enfin, dernier volet de ce financement, c'est le programme SONS, c'est financer les éditeurs pour que, en fait, l'ensemble de ces systèmes puissent communiquer, comme je le disais, et ça va vous être détaillé par Gilles tout à l'heure. Donc, des financements, avec aussi une suite d'outils et de services socles qui vont pouvoir échanger de l'information. Donc, on vient de parler en haut à droite du financement, le financement de tous ces systèmes interopérables. Vous retrouvez ici la petite pharmacie vous concernant, les 6 couloirs actuels qui sont la cible en fait de ce Ségur version 2022, sachant que ça va être étendu en 2023 pour d'autres acteurs. Donc, on va retrouver les établissements sanitaires, le médico-social, la médecine de ville, les laboratoires d'analyse médicale, les officines et la radiologie. Donc, tous ces systèmes vont être interopérables à partir du moment où l'éditeur est Ségur compatible. Donc, des systèmes interopérables sur la base d'une information qui va être échangée et identifiée par l'identité nationale de santé dont Dorothée va vous parler un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, d'un côté de ce Ségur, on retrouve la partie données échangées et puis à droite aussi un système de communication. Vous connaissez sans doute déjà l'espace de confiance MS Santé que tous les professionnels ou beaucoup de professionnels aujourd'hui utilisent. Eh bien, cette messagerie sécurisée de santé, elle est étendue maintenant à tous les citoyens. Donc, un échange possible entre le citoyen et le professionnel de santé et tout à l'heure, on vous en reparlera, notamment Méaven. Donc, des systèmes de communication, des informations échangées, mais le Ségur du numérique, c'est aussi quelques piliers et un fondement principal au centre de tout ça, c'est mon espace santé, en fait, le carnet de santé numérique pour le patient. On va retrouver à l'intérieur des notions que vous connaissez déjà sans doute, le DMP historique, et puis la messagerie sécurisée de santé. Enfin, pour terminer sur ce diagramme avec beaucoup d'interactions, j'ai parlé de la cybersécurité.
un des fondements de ce Ségur numérique, avec matérialisé ici avec le petit verrou rouge, mais également Pro Santé Connect, qui sera en fait un portail de santé pour les professionnels de santé. C'est l'équivalent en fait de France Connect pour les citoyens. Et également, en fait, l'extension du répertoire RPPS, qu'on appelle RPPS+, pour toutes les équipes soignantes autour des équipes médicales. Enfin, on parlait de financement, d'outils, mais aussi un accompagnement. Alors, vous voyez ici dans ce slide, en fait, l'ensemble des acteurs, parties prenantes de ce grand projet, et notamment, en fait, je vais juste focaliser en bas à droite avec les 3 acteurs régionaux qui sont là pour vous accompagner, tout le long de cette route du numérique, avec l'ARS, l'assurance maladie et le grade. Voilà, j'en ai terminé avec le Ségur du numérique. Je laisse la main pour entrer dans mon espace santé à Méhaven. Oui, merci Sébastien. Mon espace santé, vous en avez certainement entendu parler lors des campagnes de, de communication qui ont été réalisées au niveau national, mais aussi parce que vous avez peut-être reçu des courriers ou des courriels pour l'activer. Mon espace santé, c'est un espace numérique qui est donc personnel, sécurisé, qui est piloté par l'assurance maladie et le ministère. Et comme le disait Sébastien, c'est vraiment un carnet de santé numérique interactif. Et grâce à ce dispositif, chacun peut participer activement au suivi et à la préservation de sa santé si la personne ne s'y est pas opposée, bien sûr. Donc, il permet à chacun de stocker ces informations médicales et de les partager avec les professionnels de santé et les établissements de santé qui les soignent. Il offre 4 services, dont 2 qui sont d'ores et déjà opérationnels. Le dossier médical qui permet aux citoyens de renseigner son profil à travers 12 rubriques que je ne vais pas forcément énumérer, mais il peut alimenter ses maladies, ses traitements, ses antécédents médicaux, ses allergies, ses volontés, ses vaccinations, ses mesures, habitudes de vie. Enfin bref, ça permet de remplir un certain nombre d'informations et permet aussi de stocker des documents de santé de manière sécurisée, donc les résultats d'examen, les comptes rendus d'hospitalisation, et de les partager avec les professionnels de son choix. Autre brique qui est désormais opérationnelle, c'est la messagerie de santé, qui permet de recevoir des informations personnelles en toute sécurité. Et une nouveauté, c'est qu'elle permet aussi d'échanger avec les professionnels de santé. Et courant 2022, deux autres services seront disponibles. Tout d'abord, l'agenda médical qui permettra d'enregistrer ces rendez-vous médicaux et aussi de recevoir des rappels personnalisés pour les vaccins et les dépistages recommandés. Il y aura aussi à disposition de tout le monde un catalogue d'applications et de services qui est utile pour la santé et référencé par l'État, à savoir que cette phase de référencement est en cours et que de courant 2022, on sera en mesure de vous apporter plus d'éléments. Alors, je voulais juste rappeler les fonctionnalités de mon espace santé, mais ce qui est important de préciser, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est que finalement, pour vous, professionnels de santé, le DMP, il existe toujours, et l'arrivée de mon espace santé, finalement, elle est transparente, car vous continuerez d'alimenter le DMP via votre logiciel métier. Je vais juste faire un petit point sur le calendrier d'avancement sur mon espace santé, puisque donc depuis le mois de mars, des notifications ont été envoyées pour activer mon espace santé. Et là, nous sommes rentrés dans une phase de création automatique qui va s'étaler jusqu'au mois de juillet. Au fil de l'eau, actuellement, les notifications sont envoyées pour l'activation de mon espace santé concernant les nouveau-nés, puisque tout le monde a son espace santé, chaque citoyen, les mineurs, les majeurs, toutes les personnes ont un espace santé. Et pour information, l'application Mon Espace Santé est désormais disponible depuis le courant de la semaine dernière sur tous les stores. Voilà, pour continuer sur votre convention qui a été signée le
le 9 mars 2022, qui a été publié au JO en avril et entré en vigueur au 7 mai. Vous avez déjà dû recevoir un courrier de l'assurance maladie concernant les mesures qui sont déjà entrées en vigueur. Concernant les indicateurs du numérique, ils rentreront surtout en vigueur à partir de 2023. Ces indicateurs qui ont été adaptés de la convention, de l'avenant 9 à la convention médicale à votre convention, et il faut savoir que de toute façon maintenant le numérique est maintenant intégré dans toutes les discussions avec les professionnels de santé. C'est un sujet qui fait l'objet de discussions à chaque fois, et on le voit même avec Sébastien tout à l'heure l'indiquait, c'est que les mesures du Ségur vont vraiment concerner tout le monde pour pouvoir faire bouger les lignes en même temps. Donc, votre convention, elle implique 2 indicateurs socles, donc le référencement Ségur des logiciels pour 2023, dont Gilles va vous parler tout à l'heure, et l'usage de la e-prescription pour 70% des délivrances sur prescription, qui est réalisé par un professionnel de santé exerçant en ville pour 2024. Je vais vous donner un petit peu de précision tout à l'heure. On peut passer à la diapo suivante avec des indicateurs optionnels à partir de 2023 sur notamment l'usage du DMP, puisque 90% des bilans et d'accompagnement doivent donner lieu à une alimentation du DMP, un objectif qui tient compte des possibles écueils techniques et aussi des patients qui se sont opposés à mon espace santé. Un indicateur sur l'utilisation de la messagerie de sécurité de santé qui concerne les échanges entre les professionnels de santé via l'espace de confiance et les échanges avec les patients via la messagerie de santé qui fait partie du dispositif Mon Espace Santé. À noter que vos représentants ont exprimé le souhait de permettre aux patients d'initier les messages via la messagerie de santé pour envoyer les ordonnances en amont du passage et permettre la préparation et permettre une préparation en amont du passage du citoyen. Il faut savoir que ce sujet est à l'étude, puisque pour les autres professionnels et notamment les médecins, enfin, et même les établissements, les échanges se font principalement à l'initiative, se font à l'initiative des professionnels de santé. Alors, deux autres indicateurs sur l'utilisation de la e-prescription et sur l'utilisation de la carte vitale. Alors, ce sont 2 sujets sur lesquels nous sommes en phase de pré-série pour tester un petit peu en réel les dispositifs. Il faut savoir que la généralisation se fera surtout à partir de 2023 concernant l'application carte vitale et 2024 concernant le dispositif de e-prescription. La phase de pré-série, elle implique la Normandie, puisque la CEPAM de Rouen va être impliquée. Donc, je pense que ça pourra faire l'objet d'un webinaire spécifique de présentation pour vous apporter plus d'éléments dans les mois à venir, voilà, pour que vous ayez un petit peu tout le déroulé et l'évolution des dispositifs qui se mettent en place. Ensuite, vous trouverez une diapositive qui reprend un petit peu les avancées qui sont attendues côté pharmacien avec le déploiement du numérique dans les nouveaux services. On en parlait à l'instant sur la e-prescription et la lecture des e-cartes vitales. Il y a aussi des nouveaux moyens de connexion à votre logiciel qui seront plus simples et plus rapides via la ICPS et des certificats logiciels. Des évolutions du dossier pharmaceutique. Donc, il y a des discussions actuellement pour peut-être l'intégrer à mon espace santé, mais là, je n'ai pas plus d'éléments à vous donner. Une identification unique des patients via une identité nationale de santé, dont va vous parler Dorothée tout à l'heure.
La consultation de documents de santé reçus par MS Santé ou provenant du DMP directement depuis votre logiciel. La production de documents de santé, les comptes rendus d'entretien pharmaceutique, le bilan de médication, la note de vaccination. La diffusion de documents de santé de votre logiciel, une petite faute que je n'ai pas corrigé, un professionnel de santé par MSS, voilà tout ce qui est, les outils socles MSS et DMP, et la portabilité qui est incluse dans votre logiciel métier pour récupérer plus facilement les données de santé de vos patients en cas de changement de logiciel. Voilà, ça vous donne un petit peu les grandes lignes des évolutions qui sont attendues avec le déploiement des outils numériques. Vous verrez sur la prochaine diapo des données sur le DMP. Alors, voilà, à prendre avec toute la mesure que ça implique, puisque finalement, jusqu'à maintenant, on était dans une logique de création. Et avec le Covid, il y a eu un sacré frein justement aux créations, mais avec le dispositif d'opt-out et de création automatique, ça va permettre de rapidement être plus dans une logique d'usage, d'alimentation et de consultation, du DMP, de consultation selon bien sûr la matrice d'habilitation que vous pouvez trouver sous ce lien. Et pour finir, je vous ai aussi mis la cartographie de l'équipement des pharmaciens en boîte aux lettres MS Santé, hein, qui figure dans l'annuaire de santé, et vraiment vous avez des taux d'équipement qui sont très 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 bons et qui finalement là nous poussent vraiment à aller dans une logique d'usage. Pour finir, avant de laisser la parole à Gilles, j'ai oublié d'indiquer tout à l'heure, mais je voulais vous rassurer sur la convention. Je n'ai peut-être pas été trop dans le détail, mais c'est volontaire, puisque de toute façon, vous aurez la visite des conseillers informatiques services à partir du mois d'octobre 2022 pour refaire le point sur tous ces éléments. Merci beaucoup, Méaven. Avant d'enchaîner avec notre partie, on va peut-être proposer éventuellement des questions, des commentaires par rapport à ce qui vient d'être présenté par Sébastien et par Méaven. Donc, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez réactiver votre micro ou lever la main et pour pouvoir intervenir, on va pouvoir répondre à vos questions si vous en avez avant qu'on passe à la suite du programme. Je suis allée un petit peu vite peut-être, mais il faut surtout pas hésiter, même a posteriori, de nous poser des questions qui vous viendraient à l'esprit. Il n'y a pas de problème. Voilà. De toute façon, il n'y a On pas reste de à souci. disposition. Ce qu'on va faire aussi, parce qu'il y a eu un certain nombre de questions qui ont été posées lors des 2 webinaires précédents, donc on va aussi vous faire une petite synthèse des questions. On mettra à disposition aussi la liste des questions et des réponses qui ont été apportées dans le cadre des autres webinaires. Mais n'hésitez pas à vous lancer et à poser des questions si vous en avez par rapport à ce qui était présenté. Sinon, je vais continuer. Et puis après, s'il y a encore des questions qui vous viennent, vous pourrez nous les transmettre, adresser, lever la main, nous les poser directement, il n'y a pas de souci. Alors, en attendant, je continue. Donc, tout à l'heure, Sébastien a parlé du programme SONS, donc sur le volet sur l'équipement des logiciels et l'évolution des logiciels dans le cadre du programme Ségur. Donc, l'objectif, dans le cadre du couloir Officine, c'est de transformer les logiciels de gestion d'officine dans les outils de facturation en des outils de gestion de dossiers patients. Donc, tout ça, ce slide, juste pour vous indiquer que tout ça est défini au niveau national avec un copil pharmacien qui est composé de pharmaciens et de syndicats de pharmaciens qui exercent en officine de ville, un copil avec les éditeurs de logiciels de gestion d'officine, donc l'ensemble des éditeurs sont associés à un copil éditeur, et puis tout ça est piloté par la délégation numérique en santé, l'assurance maladie, la CNAM, donc l'agence numérique en santé, puis le Conseil national de l'ordre des pharmaciens. Donc l'ensemble de vos représentants sont associés à tout ce qui était défini au niveau national et ce qu'on vous présente ce soir. Transparent suivant, s'il te plaît.
Donc, en fait, l'objectif du programme SONS, c'est de définir, dans le cadre de cahiers des charges nationaux, les normes d'échange et les documents qui pourront être reçus par vos logiciels d'officine et qui pourront être transmis par vos logiciels d'officine, et donc en respectant un certain nombre de formats. Donc, c'est un peu... ça peut paraître un peu complexe quand on parle de CDR2 niveau 1, choses comme ça, mais on est bien sur des normes d'interopérabilité, des normes d'échange entre les logiciels des médecins libéraux, les logiciels hospitaliers, les logiciels de laboratoire et le logiciel de vos officines. Donc, il y a des documents que vous pourrez recevoir sous des formats standardisés, donc qui sont définis dans les cahiers des charges nationaux, et donc que vos éditeurs de logiciels doivent respecter. Donc, avec un certain nombre de documents que vous pourrez recevoir, donc des lettres de sortie, lettres de liaison de sortie, des volets de synthèse médicaux, des comptes rendus de biologie ou des prescriptions, donc qui pourront venir alimenter soit au travers du DMP, soit directement dans vos logiciels, soit au travers des messages sécurisés, et puis des documents qui pourront sortir de vos logiciels, donc sur des notes de vaccination, par exemple, des comptes rendus d'entretien pharmaceutique ou des bilans partagés de médication, pour venir alimenter encore là le DMP, être envoyé par message sécurisé, par exemple, ou être envoyé à vos confrères. Donc, l'objectif est bien d'assurer que vos logiciels deviendront interopérables avec l'ensemble de l'écosystème dans lequel vous intervenez. Donc, on est bien sur des cahiers des charges nationaux qui permettront aux éditeurs de bénéficier de financement pour pouvoir développer et pour pouvoir déployer ces solutions compatibles Ségur vers l'ensemble des officines au niveau national. Donc, on passe aux transparences suivantes. Donc, dans le cadre du Ségur, donc les financements nationaux à destination des éditeurs vont permettre de financer l'installation, la formation et la maintenance de la version Ségur. Si on parle de rattrapage, si vos logiciels ne sont pas aux dernières versions, bah, l'éditeur pourra vous demander effectivement potentiellement de passer à la dernière version pour pouvoir mettre la version Ségur. Donc dans ce cas, il peut y avoir, s'il y a un rattrapage de version antérieure, il peut y avoir des demandes de financement. Par contre, le Ségur finance entièrement la nouvelle version, donc la version Ségur, qui permettra de mettre en place les flux qu'on a évoqués tout à l'heure, et ça sera en deux vagues. Une première vague avec une première version de dossier de spécification qui a été produite, et une deuxième qui viendra un peu plus tard. Et donc, ces évolutions seront financées nationalement directement vers votre éditeur. Donc, en fait, non, là, on reste quand même sur le slide d'avant, s'il te plaît. Donc, on a un certain nombre d'objectifs, mais qu'on a déjà évoqués tout à l'heure, hein, pour partager les données de façon fluide et sécurisée, permettre des échanges facilités, la portabilité, mais Even l'a évoqué. Donc, voilà, tout ça doit vous permettre de bénéficier des financements à l'usage, parce que si vous n'avez pas l'ensemble de ces services opérationnels dans vos logiciels, bah, vous ne pourrez pas nécessairement atteindre les objectifs de votre convention nationale. Et donc voilà, on peut passer au transparent suivant. Donc, dans le cadre du volet officine du programme SONS, donc l'ensemble des éditeurs aujourd'hui logiciels d'officine sont candidats à un référencement. Donc l'objectif, hein, c'est que les éditeurs se conforment au cahier des charges national, donc font tous les développements qui vont bien, se font référencer, donc en transmettant un certain nombre de pièces justificatives pour bien prouver qu'ils sont conformes au cahier des charges. Dès lors qu'ils sont référencés, ils pourront bénéficier des financements. Pour pouvoir bénéficier des financements, ils devront vous soumettre des bons de commande que vous devrez signer, vous devrez valider des bons de commande, et ces bons de commande Ségur, spécifiques Ségur, seront à coût zéro pour vous. Donc, si on vous présente des devis sur des versions Ségur qui ne sont pas à coût zéro, n'hésitez pas à nous transmettre ces devis. Nous verrons avec l'ANS au niveau national qui négocie qui discute avec les éditeurs pour voir si effectivement le devis qui vous a été présenté rentre bien dans le périmètre du Ségur ou pas. Donc, il est impératif pour que l'éditeur soit payé pour le déploiement,
qu'il puisse recevoir un bon de commande de votre part qui était signé. Donc c'est l'éditeur normalement qui va vous faire parvenir ce bon de commande que vous devez signer. Et donc l'éditeur doit présenter ce bon de commande ou plus tard le 18 décembre 2022 à l'agence de services et de paiement, donc qui va lui payer la quote-part, le financement SONS pour l'évolution du logiciel pour votre officine. Et donc, vous avez ensuite jusqu'au 31 mars 2023 pour mettre en place le logiciel et donc faire ce qu'on appelle la VA, la vérification d'aptitude. Et donc, vous devez signer pour que ensuite l'éditeur puisse encore là bénéficier du solde du paiement par l'agent de services et de paiement. Donc, aujourd'hui, je disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, l'ensemble des éditeurs de logiciels d'officine sont inscrits dans le processus, c'est-à-dire qu'ils sont candidats à être référencés. En date du 3 mai, il y avait 4 logiciels qui avaient été pas encore, on va dire, référencés, mais qui avaient commencé à déposer des éléments pour se faire référencer. Normalement, d'ici cet été, normalement, ils devraient poser les documents qui vont bien, d'ici l'automne, pardon, ils devraient déposer l'ensemble des documents qui vont bien pour se faire référencer, mais ils peuvent déjà en amont pouvoir vous faire signer des bons de commande pour commencer, eux, de leur côté, à avoir un petit peu le portefeuille de bons de commande qu'ils auront et qui devront vous transmettre au niveau national pour le mois de novembre ou décembre que j'évoquais tout à l'heure, le 18, c'était le 18, reviens juste un slide s'il te plaît. Le 18 décembre, donc ils devront pouvoir avoir l'ensemble des bons de commande pour le 18 décembre. Transparence suivant. Et vous trouverez, oui, c'est pour pouvoir suivre l'évolution des logiciels, il y avait sur la droite du transparent juste avant l'adresse pour pouvoir suivre l'évolution des référencements des logiciels d'officine. Donc, ce que nous attendons de vous, faisant suite à ce webinaire, c'est que vous vous assuriez, en discutant avec vos éditeurs de logiciels, qui s'inscrivent bien dans le processus de référencement Ségur. Donc, on l'a vu tout à l'heure, l'ensemble des éditeurs référencés au niveau national, ou en tout cas repérés au niveau national, normalement, s'inscrivent dans le processus, mais voilà, ça ne mange pas de pain de leur demander. Eux devront fournir des pièces justificatives avant le 16 octobre pour se faire référencer. Que vous puissiez ensuite signer le bon de commande Ségur, normalement à coût zéro, donc tout ça avant le 18 décembre 2022 pour que l'éditeur puisse envoyer ses bons de commande à l'ASP avant cette échéance. Et puis, comme on le disait, que vous ne fassiez part de toute interrogation quant à un éventuel surcoût que vos éditeurs voudraient vous facturer en lien avec cette mise à jour Ségur. Et puis, bien sûr, que vous ayez réalisé la mise à jour de vos logiciels en version Ségur, vague 1. Je dis vague 1 parce que pour l'instant, on est sur la première version des cahiers des charges. Donc, tout ça doit être mis en place avant le 31 mars 2023. Et tout ça pour que vous puissiez bénéficier des financements à l'usage que Mehaven a évoqué tout à l'heure. Transparent suivant. Donc, on vous a mis sur ce transparent quelques liens vers des documents qui vont vous permettre d'en savoir un peu plus sur le Ségur, sur ce qui est demandé, ce qui est attendu des éditeurs, éventuellement sur la liste des logiciels référencés Ségur, et puis plus de précision sur le Ségur plus spécifiquement pour les pharmacies d'officine. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions, commentaires sur cette partie de présentation? N'hésitez pas à lever la main ou à réactiver vos micros si vous le souhaitez pour pouvoir intervenir. N'hésitez pas. Bon, sinon, on va passer à la partie suivante. Sébastien, tu peux, s'il te plaît, passer le... Voilà. Donc, on va passer maintenant la parole à Dorothée Mesquida du GCS Normandie Santé, donc qui va vous parler de l'identitovigilance en lien avec le Ségur. Bonjour, merci à tous pour votre attention. Je vais vous présenter un peu les principes phares de l'identité nationale de santé et d'identitovigilance dans le cadre du Ségur. On peut passer à la diapo suivante, s'il te plaît.
Donc, je vais vous parler notamment du téléservice INSI et de l'identité nationale de santé. Ce qui permet aujourd'hui d'utiliser l'identité nationale de santé, c'est un cadre juridique défini par des décrets, et notamment le décret du 8 octobre 2019, qui permet d'utiliser le NIR, ce que vous pouvez appeler des fois communiquement le numéro de sécu, mais c'est un NIR, le numéro d'inscription au répertoire, et on parlera, nous, dans le cadre du référencement des données de santé, de matricule INS. On va voir ça plus tard. Et c'est aussi un arrêté du 27 mai 2021 qui rend obligatoire, du coup, et opposable l'identité nationale de santé et qui rend opposable un certain nombre de documents. Le référentiel V2 INS, donc qui sont les conditions d'utilisation de l'INS, un guide d'implémentation qui est opposable à vos éditeurs. En fait, tout simplement pour référencer l'identité nationale de santé, il faut que vos éditeurs vous proposent des champs qui sont réglementaires, et un référentiel national d'identité-vigilance qui est décliné dans plusieurs champs, et vous êtes concerné par le volet 4 professionnels de santé libéraux. Ces référentiels nationaux d'identité-vigilance, ils ont été créés et faits avec des professionnels de terrain, mais aussi avec les instances, la DNS, l'ANS, la DGOS. Voilà. Et ils s'appliquent à vous. On peut passer à la diapo suivante. Alors, qu'est-ce qui dit ce référentiel national d'identité-vigilance? Donc, il s'impose à tous les acteurs de santé, que ce soit aux usagers de systèmes de santé, aux différents professionnels, qu'ils soient en établissement, en libéral, etc. C'est notamment tous les agents en charge de création d'identité qui sont le plus impactés, et il s'impose, comme on l'a dit tout à l'heure, aux éditeurs. Ce référentiel national d'identité-vigilance, donc il est découpé en plusieurs volets, et il comporte des exigences et des recommandations. Il comporte des exigences SI, systèmes d'information, qui sont opposables aux éditeurs, et des exigences pratiques professionnelles qui sont opposables aux professionnels de santé. Donc, ce référentiel mis en œuvre de l'identité-vigilance par les acteurs libéraux est bien sûr consultable en ligne, et je vous conseille fortement de le lire si vous n'en avez pas encore entendu parler. On peut passer à la diapo suivante. Alors, on va passer en pratique. Je ne sais pas si aujourd'hui, certains d'entre vous sur le webinaire savent déjà ce qu'est l'INS, mais sûrement, vos logiciels appellent déjà peut-être le téléservice INSI. Comment ça se passe? Un patient se présente dans votre pharmacie avec sa carte vitale. Vous allez insérer votre carte vitale dans le lecteur, et sûrement, de manière transparente, votre logiciel de pharmacie va appeler ce qu'on appelle le téléservice INSI, donc téléservice de l'assurance maladie, développé par le GIE Sésame Vital, qui va aller appeler des bases de référence, qui ne sont pas celles de l'assurance maladie. Ces bases de référence vont transmettre le nom de naissance, le prénom de naissance, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance au code INSEE et le matricule INS. Il va le proposer en retour à votre système d'information. Et suivant, en fait, si on accepte ou pas, on va pouvoir donner un statut de confiance à l'identité, à cette identité nationale de santé. Pourquoi la petite personne sur la diapositive a une carte d'identité? C'est parce qu'on va aller contrôler la cohérence entre la carte d'identité et les données retournées par les bases de référence d'état civil. Voilà comment ça se passe. Tu peux passer la diapo suivante. Pourquoi déjà utiliser cette identité nationale de santé? Vous l'avez sûrement entrevu, c'est pour faciliter les échanges, puisque c'est une identité qui est unique, pérenne et partagée par tous. Donc ça permet de faciliter les échanges entre tous les interlocuteurs. Ça fiabilise les identités et en utilisant la même identité de référence. Ça gagne du temps pour attacher facilement un document au bon dossier, éviter les doublons ou les collisions de dossiers, mélanger par exemple des données de différents patients. Et ça permet, grâce à cet appel téléservice, de créer directement une identité fiable dans votre logiciel. On peut passer à la diapo suivante. Je voulais vous montrer du coup cette diapositive qui montre que les pharmacies d'officine sont celles qui sollicitent le plus, on va dire sur la région, ça c'est une diapo des chiffres en région pour avril 2022, sont celles qui sollicitent le plus de téléservices. Donc on sait que les qualifications d'identité ne sont pas forcément encore rentrées dans vos pratiques, mais qu'aujourd'hui vos logiciels permettent d'appeler le téléservice, et il y a un peu plus de 100 000 appels qui ont été faits ce mois-ci. Dans l'autre secteur de la santé, c'est les centres hospitaliers qui appellent pour
pour 24% le plus, c'est les centres hospitaliers régionaux qui ont débuté la mise en œuvre de l'INS dans leur système d'information. Alors, pour faire simple, qu'est-ce que c'est l'INS? Aujourd'hui, sans l'INS, un usager a plusieurs identités différentes chez les acteurs qui le prennent en charge. Prenons cet exemple. Madame Loiseau, chez son médecin traitant, a donné son nom de naissance. Elle a donné 2 prénoms de naissance, Marina Anne, et une date de naissance, 21 janvier 1980, ainsi que son sexe féminin. Dans le logiciel de la pharmacie, on a enregistré son nom de famille, Phénomène. Son prénom de naissance qui a été donné, c'est Marina, et il n'y en a qu'un seul. Sa date de naissance, également 21 janvier 1980, et son sexe. Et enfin, chez son cardiologue, on a enregistré son nom de naissance, Madame Loiseau, son prénom de naissance, Anne, qui est son deuxième, et c'est celui qu'elle a donné, et sa date de naissance, toujours 21 janvier 1980. On voit bien par cette illustration qu'il est compliqué de partager des données de santé et qu'une seule personne revêt plusieurs identités. Le but de l'INS, c'est bien d'avoir un usager et une seule identité unique partagée par tous les acteurs. Donc, qu'est-ce que c'est cette INS? C'est un matricule INS qui est sous forme de NIR ou de NIA, on l'a évoqué tout à l'heure. Un OID, c'est un identifiant machine de l'autorité d'affectation que vous ne verrez pas, qui est assez transparent. Un nom de naissance qui a un trait très stable dans le temps, la liste des prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le code lieu de naissance en format code géographique INSEE. Ce sont tout ça des notions qui sont stockées dans les bases d'état civil et non dans les bases de sécurité sociale. Et toute cette clé à 6 valeurs compose cette identité nationale de santé. On peut passer à la diapo suivante. Ce que dit le référentiel national d'identité-vigilance et pourquoi ces traits ont été choisis pour constituer cette identité, c'est que ce sont des traits stricts qui sont très stables dans le temps. Le nom de naissance, au moment de la naissance, ne change jamais ou très peu, à part dans quelques cas. Le premier prénom, ainsi que la liste des prénoms de naissance, c'est pareil, sont enregistrés au moment de la naissance à l'état civil. La date de naissance, le sexe et le lieu de naissance sont aussi des traits qui sont stables dans le temps, ainsi que le matricule INS et son OID. Il y a aussi des traits plus complémentaires que le référentiel national d'identité-vigilance demande d'enregistrer, à savoir le nom utilisé, que l'on peut appeler parfois le nom d'usage, mais qui a été nommé ainsi parce qu'on peut, dans le soin, utiliser un nom qui n'est pas inscrit sur aucune pièce d'identité, mais qui est pourtant utilisé pour se faire soigner. Et c'est la même chose pour le prénom utilisé, qui sont d'enregistrement obligatoire lorsqu'ils sont différents du nom ou du prénom de naissance. On peut passer à la diapo suivante. Il était important de revenir sur cette notion de matricule INS versus numéro de sécurité sociale. Quelles sont les grandes différences? Le matricule INS qui est rapatrié grâce au téléservice INSEE, c'est un NIR ou un NIA personnel, donc numéro identifiant attente, et qui va aller appeler des traits d'identité de référence, et donc qui font bien rapport à l'identité de la personne, et donc qui sont en lien avec le soin et avec la santé de l'usager par des pratiques d'identité-vigilance. Alors que tout ce qui est numéro de sécurité sociale, ce sont aussi des NIR ou des NIA, mais d'ouvrant droit cette fois, donc qui peuvent faire référence à plusieurs assurés, et ce sont des traits d'identité d'assurance maladie, qui sont non officiels, mais qui sont bien sûr fonctionnels pour la facturation et le remboursement des soins. On peut passer. N'hésitez pas si vous avez des questions. Vous pouvez me couper pendant la présentation. Alors, comment ça va se passer et pourquoi, dans le cadre de l'identité-vigilance, on va devoir s'assurer, pour référencer les données de santé, que l'on associe bien des données à la bonne personne. Donc, il va falloir qu'on vérifie, au moins à la première venue du patient, qu'on rapatrie bien l'identité de la personne. Et pour vérifier, corroborer les informations entre téléservice INSEE et la personne, on a des pièces de haut niveau de confiance. Donc, ça peut être un passeport, une carte nationale d'identité, un titre de séjour permanent, ou pour les mineurs, un livret de famille ou extrait d'acte de naissance accompagné d'une pièce d'identité du responsable légal.
s'il peut y avoir des discordances entre les retours du téléservice et les cartes d'identité, ce sont toujours les informations présentes sur la pièce d'identité qui priment, pour enregistrer notamment les identités dans vos systèmes d'information. On se rend compte avec cette présentation que tous les acteurs ne disposeront pas forcément d'une INS, mais que grâce au RNIV, on a des moyens pour intégrer les identités numériques des personnes dans nos bases de données. Quelles sont les conditions d'utilisation de cette INS? L'utilisation de cette INS, elle est restreinte à un cercle de confiance d'acteurs. Ça veut dire que vous, les pharmaciens d'officine, vous ne serez pas forcément souvent en première ligne dans la chaîne de soins ou de délivrance du médicament aux patients. Et de la même manière, les autres acteurs de santé utiliseront des procédures d'identité-vigilance pour valider des identités. Ainsi, dans le cercle de confiance, on peut partager et faire confiance à l'identité transmise par les collègues. Ce qui va se passer, c'est que vous allez recevoir, peut-être vous avez déjà vu, des data matrix ou des QR codes d'INS qui vous permettront de récupérer les données d'identité des patients. Et donc, le référentiel INS précise les mesures de sécurité et les modalités d'utilisation de l'INS dans le cadre de la récupération d'identité nationale de santé. Cette identité nationale de santé, on va pouvoir lui donner des statuts, et des statuts des niveaux de conscience qui sont d'utilisation obligatoire. Je ne sais pas si aujourd'hui, dans vos logiciels, vous avez remarqué, mais vous devez avoir des niveaux de confiance qui sont ceux d'identité provisoire. Une identité provisoire, c'est le statut par défaut d'une identité nouvellement créée. Ça veut dire que vous la saisissez manuellement ou ça s'injecte, par exemple, à partir de votre carte vitale. Vous n'avez pas validé avec une pièce d'identité, vous avez juste saisi sur les dires allégués par une personne. Ensuite, on a le niveau qui existait aussi déjà, validé. C'est un statut acquis par une identité contrôlée grâce à la cohérence d'une pièce d'identité. On l'a vu tout à l'heure. Donc la personne dit, vous dit je m'appelle comme ça, et on vérifie, on inscrit son identité telle qu'elle est sur une pièce d'identité, on a une identité validée. Et enfin, deux nouveaux statuts qui arrivent avec le téléservice INSI. C'est ce statut d'identité récupéré dont on a parlé. Donc, c'est à partir de, par exemple, d'une ordonnance d'un médecin où il y aura l'identité nationale de santé, ou en interrogeant le téléservice INSI qui vous retourne une identité. Ça, c'est une identité récupérée. Et enfin, le dernier stade, celui qu'on va rechercher à avoir, c'est l'identité qualifiée. On a la personne en face qui nous donne sa carte d'identité, on interroge le téléservice INSI et la cohérence est bonne. Du coup, on va avoir une identité qui a le statut de confiance maximale, c'est-à-dire une identité qualifiée. À ceci, on peut ajouter des attributs, mais je pense que pour l'instant, il est encore tôt pour en parler. Donc, pour résumer, pour avoir une identité nationale de santé, c'est l'identité de l'usager et les traits d'identité, après avoir été vérifiés par une procédure d'identité-vigilance. On appelle le téléservice qui retourne exactement les mêmes données et on peut qualifier cette identité dans notre base de données et échanger en toute sécurité des données sur ce patient. Je peux passer. À quoi ça ressemble cette identité nationale de santé? On en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, et notamment le premier prénom de naissance, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance en code INSEE, un numéro de matricule INS, et savoir quel est le type de numéro, si c'est un NIR ou un NIA, par exemple. Et enfin, à côté, associé, un data matrix qui contient ces données de l'identité nationale de santé. Alors, effectivement, c'est sûrement quelque chose de nouveau pour les usagers et puis peut-être pour vous. Donc, il y a toute une communication à faire avec l'usager et aussi avec les professionnels. Donc, l'ANS propose un kit pour communiquer sur l'INS qui est téléchargeable au lien suivant avec des affiches, etc. et des papiers pour pouvoir comprendre pourquoi on va pouvoir demander une pièce d'identité à une personne la première fois pour lui délivrer un soin ou pour l'inscrire ou pour qualifier son identité dans sa base d'identité. Voilà, c'est des éléments essentiels pour la communication.
Merci Dorothée. Juste une petite précision. Là, effectivement, on a parlé de l'identitovigilance et donc pouvoir avoir une identité qualifiée, donc pour pouvoir échanger des données avec le DMP ou avec d'autres acteurs. Il est clair qu'aujourd'hui, dans une officine, vous ne demandez pas une pièce d'identité aux personnes qui viennent chez vous, mais c'est pour pouvoir gérer des identités, pardon, qui seront qualifiés demain pour pouvoir échanger. C'est un processus qui devra évoluer dans vos officines et donc il y a de la communication nationale qui est en préparation. Aujourd'hui, on a échangé avec l'Agence numérique en santé qui échange avec le CNOP et effectivement, il y a de la communication nationale aujourd'hui qui est en préparation, tout un planning, un calendrier donc et stratégie de communication pour pouvoir vous adresser des informations en vue de l'utilisation et que vous puissiez être légitime, parce qu'aujourd'hui vous êtes déjà en capacité. Aujourd'hui, si je vais à l'hôpital, on me demande ma pièce d'identité pour vérifier mon identité. Bah, vous êtes aussi aujourd'hui légitime en officine de le faire. Après, ça peut paraître plus compliqué, mais voilà, il y aura une communication nationale qui viendra vers vous pour pouvoir vous donner un peu les orientations par rapport à ça. Mais effectivement, ce qu'on vous demande d'emblée aujourd'hui, c'est de vous mettre en configuration pour utiliser l'INS et effectivement, la cible sera la validation de cette identité au moins une fois avec une pièce d'identité officielle telle que l'a évoqué Dorothée tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires par rapport à ce qu'on vient de vous présenter? Vous êtes tous bien sages. N'hésitez pas à activer vos micros ou à lever la main. On a eu plein de questions sur les webinaires précédents. Donc, on imagine que tout ce qu'on vous a présenté là doit vous interpeller, amener quelques réflexions. Donc, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Nous, on a terminé globalement la présentation. De toute façon, dans ce qu'on vous enverra, donc vous aurez aussi les liens, vous pourrez revoir ou en discuter avec vos collègues, revenir vers nous par la suite si vous avez des questions. Mais là, on est tous là autour de la visio pour pouvoir répondre en live à vos questions. Est-ce que je me permets de vous demander, est-ce que vous avez appris des choses globalement par rapport à tout ce qu'on vous a présenté? Est-ce que est-ce que c'est positif pour vous? Est-ce que ça vous apporte quelque chose? Donc, soit réagir par le chat, la conversation, soit répondre oralement, éventuellement. Ou quelqu'un se lance pour briser un petit peu la glace. Personne ne se lance. Donc, on a été très clair. On a répondu à toutes vos interrogations au travers de cette présentation. Je vais réactiver les micros. Et puis, il y a peut-être personne en fait. Ils sont là, il y a des gens, mais attention, est-ce que je peux réactiver individuellement? Je vais désactiver, mais j'ai pas réactivation. Vous avez un petit bouton pour microphone en haut dans le coin à droite pour réactiver vos micros. Pour ceux qui sont en visio, n'hésitez pas. La journée a dû être très longue et donc on ne va pas vous embêter plus longtemps. C'est bon pour moi. C'est bon pour vous? Eh bien, merci. Ah, vous nous rassurez. Je suis là. Bon, bah, n'hésitez pas, puisqu'a priori, il n'y a pas d'autres soit d'intervention, on va vous libérer. Et donc, on vous envoie tous les documents, les liens vers la vidéo, vers les réponses aux questions. Et puis, bah, n'hésitez pas en retour de revenir vers nous si vous avez des questions. Et si ça s'adresse à Dorothée ou à Méhaven ou à Sébastien, bah, on adressera les questions et puis on viendra vers vous avec les réponses. N'hésitez pas.
On vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne... Ah, non, je croyais que Non, quelqu'un c'était avait- moi. C'est toi, C'était une bonne effectivement. On vous remercie beaucoup, on vous souhaite une bonne soirée. Merci de Bonne votre... soirée à tous. et à toutes. Merci beaucoup. Au Merci, revoir. bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Bon, je coupe aussi. Hein. Au revoir, Dorothée. Salut. Salut.